Donc, tu vois, ça, alors, je ne trouve pas la liste exacte. Bonjour Philippe Foussier. Bonjour. Vous êtes grand maître, c'est comme ça qu'on dit je crois, Oui. du Grand Orient de France. Oui. Nous sommes à Paris, dans votre bureau, rue Cadet, et on vous remercie de nous recevoir au CERTV. Et la première question qu'on voudrait vous poser, c'est pourquoi le Grand Orient de France organise à Auxerre, le 4 avril, une manifestation publique, une conférence sur le thème bioéthique, l'homme demain, ou l'homme de demain. Il y a également, comme co-organisateur ou comme participant, du moins, la Grande Loge mixte féminine de France et son grand maître, et deux intervenants réputés, paraît-il, d'après ce qu'on a pu comprendre, dont une ministre belge et puis le second, je ne me souviens plus. Président de la commission bioéthique du Grand Orient. Alors, oui, nous organisons cette conférence publique pour diverses raisons. D'abord, nous avons l'habitude au Grand Orient d'organiser des conférences publiques, ce qu'on appelle des tenues blanches ouvertes, des colloques. Nous en faisons très régulièrement à Paris. Tenue blanche ouverte, c'est réservé aux francs-maçons, ça? Non, tenue blanche ouverte, c'est un franc-maçon qui s'exprime devant un public qui est composé de profanes, donc de gens qui n'appartiennent pas à la franc-maçonnerie, et de francs-maçons. C'est ouvert à tous. Donc ça, nous organisons régulièrement. Il suffit d'aller surfer sur notre site, godf.org, pour voir que nous organisons ce genre de manifestations, de conférences partout en France de manière assez régulière. Il y a un contexte particulier qui est que depuis début janvier, les états généraux de la bioéthique ont été lancés, ont été ouverts. Et donc c'est un grand débat qui se passe pendant 6 mois. Lancé par le gouvernement. Lancé par le gouvernement, par le Comité consultatif national d'éthique, qui est chargé de piloter ces débats. Et donc, nous y sommes conviés, nous y intervenons, nous prenons des initiatives. Il y a un grand chantier, une grande réflexion qui est en cours dans toute la société autour de ces questions. Et donc, le Grand Orient de France, parce qu'il réfléchit à ces questions depuis longtemps, il a une commission nationale, son président sera présent, précisément Pascal Neveu. Il réfléchit beaucoup à ces questions, et donc nous organisons cette conférence publique pour évoquer, pour dialoguer aussi. Nous ne sommes pas là simplement pour asséner des vérités, nous ne prétendons pas en détenir, mais pour expliquer ce que nous faisons, ce à quoi nous réfléchissons, avec, vous l'avez dit, une ancienne ministre belge qui viendra nous parler du cas de la Belgique sur toutes ces questions. C'est assez éclairant de voir ce qui se passe dans d'autres pays, de ne pas simplement nous regarder le nombril, mais de regarder un peu au dehors. Et puis, nous aurons donc cette opération menée en effet avec une obédience avec laquelle nous avons des relations tout à fait sympathique depuis longtemps, qui est la Grande Loge mixte de France, qui est une obédience beaucoup plus modeste numériquement que le Grand Orient. Le Grand Orient de France, c'est 53 000 membres, frères et sœurs. C'est l'obédience dominante. C'est l'obédience en termes d'effectifs. En termes d'effectifs en France, la plus ancienne aussi, créée en 1773. Donc il y a une... et le Grand Orient est mixte également. Et le Grand Orient, effectivement... Depuis pas tellement longtemps. Depuis 6-7 ans maintenant, 6-7 ans, il y a des femmes qui sont initiées ou affiliées au Grand Orient de France. En effet, donc voilà l'objet de cette conférence publique. Et on la tient au CERF parce qu'on en a fait une analogue à Rennes il y a quelques semaines. Nous en aurons probablement dans d'autres villes. Et donc voilà, nous sommes dit pourquoi pas faire quelque chose à Auxerre. Donc ça nous mènera dans l'Yonne. Alors donc, quelque part, même si vous ne détenez pas les vérités, comme vous dites, vous avez quand même des messages à faire passer, oui. Une méthode peut-être de réflexion à faire passer, et également, c'est un moyen d'évoquer peut-être ce qu'est fondamentalement le Grand Orient de France. Oui. Une expression qui fait parfois sourire ou qui fait un peu peur. Oui. Alors, vous savez, le Grand Orient de France, c'est d'abord une association philosophique. Nous sommes là pour réfléchir. Elle est réunie depuis... la franc-maçonnerie existe en France depuis près de 300 ans. Et donc elle rassemble des gens qui veulent réfléchir, au-delà de leurs différences d'approche, au-delà de leur sensibilité. Ils se réunissent sur des concepts communs. Ils sont les héritiers des Lumières, et donc ils sont attachés à l'humanisme et à l'universalisme. Et à l'humanisme,
en particulier, ça nous intéresse dans ce débat, ça veut dire mettre l'homme au centre des préoccupations. C'est ça qui nous intéresse comme francs-maçons. Donc nous avons en effet une réflexion sur ces questions. Nous ne venons pas apporter nécessairement des réponses à tout, mais nous venons simplement essayer de donner dans ces débats qui sont parfois caractérisés par beaucoup d'affrontements. Vous savez, quand il va être question, dans ces débats sur la bioéthique, là, dans les mois qui viennent, les questions d'intelligence artificielle, on va traiter de la fin de vie, on va traiter des questions de procréation, donc ça touche à la PMA, à la GPA, vous savez, c'est des débats qui sont un peu sensibles, sur le don de gamètes, on va aussi évoquer la question des dons d'organes, des neurosciences, de la maîtrise du génome, de la transformation du génome, bref, des questions qui sont parfois très complexes sur le plan scientifique, mais sur lesquelles nous avons à apporter une réflexion et à dire à chaque fois sur ces questions, encore une fois, qui peuvent être sensibles. Vous avez vu, je disais procréation ou famille, vous avez vu que lorsqu'il y avait eu les débats sur le mariage pour tous, ça touche à la famille, il y a quelques années, nous avions assisté à des débats extrêmement violents, verbaux et parfois même physiques, avec des manifestations violentes. Et donc, nous pensons que sur toutes ces questions, il faut avoir une approche apaisée, rationnelle, tranquille, intelligente. On peut avoir des arguments différents, on peut avoir des points de vue différents, mais il ne faut pas se jeter d'anathème. Et les francs-maçons, de ce point de vue-là, peuvent apporter leur méthode, parce que leur méthode, elle repose d'abord sur l'écoute de l'autre, sur la prise en considération de ce que l'autre dit. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de conviction, mais ça veut dire que nous faisons un effort pour écouter les positions qui sont échangées. Et lorsque nous voyons, nous l'avons vu en 2012-2013, lorsqu'il y a eu ces débats sur le mariage pour tous, comment certains courants religieux étaient dans la violence verbale, étaient dans l'anathème, assénaient leur vérité, prétendaient détenir la vérité et voulaient l'imposer à d'autres. Nous essayons d'injecter dans ces débats de la raison, de l'écoute. Nous essayons d'avoir une approche apaisée de toutes ces questions. Nous pensons qu'il faut débattre de tout. Il n'y a pour nous aucun sujet tabou. Donc on doit pouvoir débattre de tout et on doit encore une fois essayer de faire prévaloir l'intérêt général. C'est-à-dire faire en sorte que ce qui profite au plus grand nombre soit retenu. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit négliger les positions minoritaires. Mais c'est intéressant de faire émerger des positions communes. Et vous savez, peut-être, sans doute, que sur toutes ces questions, sur la fin de vie par exemple, sur la gestation pour autrui, sur la procréation médicalement assistée, nous n'avons pas une position nécessairement univoque au sein du Coran de France. Mais nous avons une position qui consiste à prendre en compte les aspirations de la société, et nous nous rendons compte que sur toutes ces questions, la société est souvent très en avance par rapport à la législation, par rapport à ce qu'incarnent certains courants religieux. Vous avez vu sur le mariage pour tous, certains courants religieux, catholiques ou d'autres, nous expliquaient que ça allait être la fin de la famille, que ça allait être bientôt l'apocalypse, que la cellule familiale allait s'effondrer en France, etc., etc. Il ne s'est rien passé de tel. Vous voyez que le mariage pour tous a été voté, il est désormais rentré dans les mœurs, et on n'a pas assisté au cataclysme qui était annoncé. Donc souvent les courants religieux ont des positions très en décalage, très conservatrices, très éloignées de la majorité de ce à quoi aspirent nos concitoyens. Et donc nous on pense qu'il faut avoir une vision apaisée, tranquille, et essayer de ne pas asséner des vérités toutes faites, préétablies. Nous n'avons pas de vérité préétablie. Parce que, comme francs-maçons, je vous l'ai dit au début, nous sommes une association, une institution philosophique. Et donc nous cherchons. Nous ne prétendons pas avoir trouvé. Nous cherchons, et donc nous sommes là pour essayer d'apaiser les débats, là où certains veulent sans cesse alimenter par des tensions, par des anathèmes, par des... Mais c'est peut-être normal, on peut le comprendre, dans la mesure où un religieux, par définition, il détient quelque part une vérité révélée. Donc à partir de là... C'est le droit, vous savez, c'est le droit de chacun. La franc-maçonnerie n'a rien contre la religion et contre la foi. Nous avons dans nos rangs beaucoup d'hommes et de femmes, de frères et de sœurs, qui sont croyants, qui sont pratiquants, parfois de manière tout à fait... plus que ça, puisque il nous est arrivé d'avoir dans nos rangs des hommes d'église, et donc nous n'avons rien contre la foi et contre la religion. Mais nous pensons que... Mais contre le dogme, oui.
Oui, contre le dogme, mais aussi nous considérons, si vous voulez, que la question de la foi, elle doit conduire le croyant à adapter son existence au regard de sa propre foi. Et donc sa foi peut guider sa vie spirituelle, voire sa vie matérielle. Mais elle ne peut pas s'imposer à toute la société. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est là où nous essayons de faire prévaloir l'intérêt général. C'est-à-dire, votre foi est respectable. Ce que vous pensez, votre rapport à Dieu est tout à fait respectable si on s'adresse à un croyant. Mais votre vérité, elle ne peut pas s'imposer à l'ensemble de la société. Hein, ça peut guider votre vie, c'est tout à fait, encore une fois, c'est tout à fait respectable, mais ça ne peut pas être la loi pour toute la société. La loi pour toute la société, elle doit faire prévaloir l'intérêt général. C'est la raison pour laquelle nous sommes très attachés à la laïcité, parce que la laïcité, elle sépare entre le domaine du spirituel et le domaine du temporel. Hein, le spirituel, c'est ce qui peut guider la vie dans un éventuel... Et ce qui est intime. Voilà, ce qui est intime. Problème de liberté de conscience. Voilà. Et puis la vie temporelle, c'est la gestion de la chose publique, de la société dans son ensemble. Et là, eh bien, il y a des croyants, il y a des non-croyants. Et donc ça ne peut pas être le choix des croyants, quelles que soient les croyances, qui s'impose pour tous. Il faut essayer de trouver... tout ce qui peut rassembler les gens. Hein. Et donc, lorsque vous détenez une vérité et que vous voulez l'imposer à d'autres, vous êtes dans un rapport de force qui n'est pas sain. Parce que, bien sûr, vous allez toujours trouver quelqu'un qui ne pense pas comme vous et qui va contester ce que vous dites. Et nous essayons de trouver les moyens de rassembler une société apaisée, où les gens peuvent vivre ensemble de manière harmonieuse, hein, dans un cadre républicain. Voilà. Vous évoquiez votre méthode, la méthode maçonnique, faite d'écoute. Est-ce que vous pourriez en dire davantage, éventuellement, sachant qu'il y a beaucoup d'organismes et beaucoup de gens qui écoutent? Oui. Il a commencé peut-être par les religieux, les prêtres, oui. Et puis les enseignants, les mamans. Alors qu'est-ce qui caractérise la franc-maçonnerie de ce point de vue? Qu'est-ce qu'elle a en plus que les autres? Eh bien, elle pratique... Alors, encore une fois, je vous renvoyais aux débats qui ont eu lieu sur le mariage pour tous en 2012-2013, parce que, bien sûr, nous ne sommes pas les seuls à écouter, mais nous, ça fait partie de notre méthode, c'est-à-dire que nous ne nous coupons pas la parole. Hein, lorsque quelqu'un s'exprime, nous écoutons son raisonnement jusqu'au bout. Nous ne sommes pas là pour le couper, pour l'interpeller. Donc, Même s'il dit des bêtises? Même s'il dit des bêtises, oui, bien sûr. On peut lui faire remarquer ensuite, si on n'est pas d'accord. Mais bon. Mais quand il parle, il parle. Quand il parle, il parle. Et nous l'écoutons. Et vous souvenez-vous de ces débats qui avaient eu lieu autour du mariage pour tous en 2012-2013 ? Moi, j'ai le souvenir de débats qui étaient extrêmement violents. On n'écoutait pas l'autre. Hein. Alors, bien sûr, les enseignants écoutent, les maires écoutent, les prêtres peuvent écouter également. Mais il faut bien constater que sur toutes ces questions, qui sont des questions sensibles, qui sont des questions qui nécessitent, encore une fois, d'avoir une approche apaisée, de sortir des slogans, vous savez, des petites phrases qui vont tout résumer. C'est souvent beaucoup plus complexe, c'est souvent beaucoup plus... ça fait appel à l'intime, donc ça demande des raisonnements un peu élaborés, et pas simplement des slogans, pas simplement, encore une fois, des formules toutes faites. Et nous pensons que il faut avoir, sur toutes ces questions, encore une fois, nous ne sommes pas là pour délivrer des vérités, mais pour dire, essayons d'avoir une approche apaisée, sans tabou, mettons toutes les questions sur la table. Parlons de tout. Écoutons-nous, et encore une fois, nous sommes modestes quand nous disons ça. Nous ne prétendons pas avoir la solution à toutes les questions. C'est vrai qu'on ne vous entend pas trop. Enfin, on n'entend pas trop l'obédience maçonnique Grand Orient de France. Vous ne communiquez pas à tour de bras comme certains. On ne communique pas à tour de bras, en effet, parce que ça fait partie aussi de notre méthode de travail. Nous ne sommes pas là pour intervenir sur tous les sujets. Nous ne sommes pas là pour nous promener sur les tableaux, sur les plateaux de télévision pour faire du buzz
ne sommes pas là dans pour alimenter la société du spectacle. Hein, nous ne sommes pas dans cette logique-là. Donc vous refusez d'y aller? Vous êtes Non, invité c'est pas parfois? qu'on refuse, c'est qu'on dose notre expression. Encore une fois, on ne souhaite pas s'exprimer sur tout et dans n'importe quelle condition. Donc il faut aussi que les conditions de l'écoute mutuelle soient respectées, fassent partie. Vous voyez bien qu'un certain nombre d'émissions télévisées ou même radiophoniques ne sont pas du tout dans ce registre-là. Hein. Les gens s'interpellent, se lancent des des invectives, ne s'écoutent pas, n'écoutent pas la fin de la phrase parce qu'ils vont faire la punchline, hein, comme on dit en communication, hein, qui va tuer l'autre, hein, enfin tuer verbalement. Hein, bon. Donc nous, c'est pas notre façon de voir les choses. Hein. Donc nous ne communiquons pas à tout prix sur tous les sujets. Voilà. Et après, nous avons un site public, chez odf.org, nous avons des revues, nous organisons des conférences publiques régulièrement, donc nous ne sommes pas non plus cachés, mais nous refusons de céder au spectacle permanent, à la pression médiatique, vous savez, à une information qui en chasse une autre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, puis demain, on n'en parlera plus. Aujourd'hui, c'est un sujet quand même assez grave et qui rejoint les préoccupations du Grand Orient de France, puisqu'il s'agit de la journée de grève dans les maisons de retraite, les établissements publics pour personnes dépendantes. C'est en cours actuellement. Là, aujourd'hui, il y a vraiment matière, quoi. J'imagine que le Grand Orient a des points de vue là-dessus. La question de la dépendance est est un sujet sur lequel nous avons en effet beaucoup travaillé. Nous avons fait beaucoup de conférences publiques, beaucoup d'études. Nous avons eu des productions sur le sujet. Notre commission, justement, santé publique, y a beaucoup travaillé parce que nous considérons, mais nous ne sommes pas les seuls, heureusement, à considérer cela, que la manière dont on traite nos anciens est un indicateur de notre degré d'humanité collective. La façon dont on prend soin de ceux qui nous ont précédés, parce que nous sommes une société de transmission, de tradition, et nous considérons que ce n'est pas parce que nous avons passé un certain âge que nous ne sommes plus utiles à la société. En termes d'utilité, vous voyez ce que je veux dire, en termes d'utilité matérielle, chacun est utile à la société, quel que soit son âge. Et nous refusons de catégoriser les gens, que ce soit d'ailleurs par leur âge, par leur appartenance ethnique, par leurs origines sociales. Nous ne séparons pas, nous ne saucissonnons pas la société en tranches. Pour nous, il y a eu une humanité. Et les gens qui sont dans le 4e âge aujourd'hui ont été jeunes auparavant. Donc ce sont les mêmes personnes à qui on s'adresse, même s'ils sont dans un état de vulnérabilité ou de dépendance. Donc nous avons effectivement un regard sur ces questions parce que nous considérons que tout être humain doit être respecté et respectable par définition. Et donc il y a un devoir d'humanité à l'égard de nos anciens, et la situation qui prévaut effectivement dans certains établissements est quand même de nature à être vraiment préoccupante. Donc ça pourrait être en effet une cause sur laquelle nos pouvoirs publics pourraient se pencher davantage. En tout cas, nous ne pouvons que l'encourager. Oui. En fait, on a l'impression que le Grand Orient de France, les formations du Grand Orient de France, qui sont plus de 50 000, c'est ça, travaillent beaucoup. Oui. Et que on ne sait pas, ça ne se sait pas trop. Alors, que devient ce travail? Ça reste dans les cartons Non, ça des ateliers? Ça reste pas dans les cartons. D'abord, il y a effectivement des réflexions qui peuvent nécessairement ne pas aboutir, c'est-à-dire ne pas obtenir de conclusion. Et donc, nous estimons que lorsqu'une réflexion n'est pas aboutie, il n'est pas forcément nécessaire d'en faire état. Et puis après, nous avons beaucoup d'outils de communication. Bien sûr, encore une fois, nous le faisons sans tapage. Nous ne sommes pas dans un concours pour savoir qui va être celui qui va parler le plus fort. Mais nous avons des revues, nous avons des publications qui sont en vente. On peut les trouver, les commander sur Internet. Nous avons des questions. Donc sur le site du Grand Orient de France. Sur le site du Grand Orient de France, godf.org, voilà, oui. Où on peut retrouver beaucoup d'informations.
On retrouve aussi beaucoup d'informations sur les conférences ou les manifestations. Information publique. Oui, oui, absolument. Que nous organisons. Donc, on peut aussi contacter le Grand Orient de France pour avoir telle ou telle information. Mais, encore une fois, vous savez, on est une société, on est une institution philosophique qui a traversé maintenant plus de 2 siècles et demi. Et nous avons vu beaucoup d'évolutions se produire dans la société, dans l'histoire, depuis que nous existons. Et donc nous avons un certain recul par rapport à tout cela. Nous ne sommes pas là pour courir après les modes, nous ne sommes pas là pour être baignés par l'air du temps. Ce qui nous intéresse, c'est de prendre justement du recul. Nous avons du recul par rapport à l'histoire. La franc-maçonnerie est apparue en France à l'époque de la monarchie absolue. Depuis, il y a eu des révolutions, il y a eu différents régimes, il y a eu 15 constitutions, il y a eu 5 républiques, il y a eu des restaurations, 2 empires, bref. Si à chaque fois qu'il y a eu une évolution, alors je vous parle de politique, mais ça pourrait être sur le plan économique, ça pourrait être sur le plan industriel, sur le plan scientifique, à chaque fois qu'il y a eu des révolutions, si à chaque fois nous avions couru après les modes, sans doute il y a bien longtemps que nous n'existerions plus. Et donc ce qui fait notre spécificité, notre originalité, c'est que nous prenons du recul pour analyser les choses. Nous nous mettons un peu justement en retrait. Nous essayons de voir les choses de manière différente, de les appréhender de manière différente. Et donc ça nous donne, en effet, probablement, peut-être, davantage une manière plus apaisée de considérer les choses. Parce que nous ne sommes pas dans l'urgence, nous ne sommes pas sous la pression quand nous observons des phénomènes. Eh bien, parfois nous les relativisons parce que nous nous rendons compte que on nous dit que c'est nouveau, on nous dit par exemple, vous savez qu'on vit des révolutions économiques ou scientifiques considérables, mais quand on regarde dans l'histoire, des révolutions économiques ou scientifiques considérables, on en a vécu beaucoup dans le passé. Donc tout ça doit être regardé avec de la distance, avec de la prudence, avec, autant que faire se peut, de l'intelligence. Les travaux des francs-maçons en France, au Grand Orient de France, sont-ils communiqués, du moins sous forme de synthèse, aux gouvernants, aux politiques? Oui, nous les adressons volontiers au monde politique, nous communiquons, nous leur adressons régulièrement nos revues, nous dialoguons avec eux. Pour vous donner un exemple, le président de l'Assemblée nationale était notre invité pour un dialogue avec lui à la mi-décembre. Le président du Sénat, de la même manière, à la mi-février. Donc nous avons des dialogues assez réguliers avec les représentants des pouvoirs publics. Nous aurons dans quelques semaines la visite de la ministre de la Santé, du ministre de l'Éducation nationale. Donc nous sommes ouverts au dialogue, mais nous ne prenons pas parti, sauf contre l'extrême droite, ça c'est un volet qu'on pourra aborder si vous le souhaitez, mais nous avons dans nos rangs des gens qui appartiennent à la gauche, à la droite, au centre, bref. Et donc nous ne sommes pas là pour prendre parti, mais nous sommes là effectivement aussi pour dialoguer et pour dire aux responsables publics, d'ailleurs qu'ils soient politiques ou autres, associatifs, syndicaux, de diverses catégories, de diverses sensibilités. Nous sommes là pour leur donner notre avis s'ils le souhaitent, et puis parfois nous les sollicitons. Donc vous êtes consultés, ils vous consultent. Ce sont davantage les hommes politiques qui vous consultent que l'inverse. Non, pas forcément. C'est un peu variable selon les périodes. Ça dépend un peu de l'actualité. Vous voyez là sur les questions de bioéthique, nous sommes invités à nous exprimer, donc nous le faisons, puis ça ne nous empêche pas d'organiser aussi des choses nous-mêmes. Là, nous avons convié les présidents des 2 assemblées, Assemblée nationale et Sénat, pour dialoguer avec eux. Ils nous ont répondu tout de suite très favorablement. Parfois, c'est eux qui nous disent on aimerait bien venir échanger avec vous. Donc c'est très variable, il n'y a pas de règles. Et nous avons souvent beaucoup de rapports nos loges, puisque nous avons 1300 loges, donc qui sont des entités dans lesquelles les fondations travaillent. En France, outre-mer et à l'étranger, mais en métropole, on en trouve un très gros millier, 1100... Une loge, c'est un atelier. C'est un atelier, donc c'est la structure dans laquelle les francs-maçons réfléchissent. Donc, et qui sont disséminés sur l'ensemble du territoire. Sur tout le territoire. Dans le Yonne, par exemple, il y a 4 loges du Grand Orient de France.
5 loges du Grand Orient de France. Et voilà, je ne suis pas tout à fait à la pointe de l'actualité. Et donc nous avons aussi souvent des dialogues avec les responsables locaux, associatifs, politiques, économiques, syndicaux, bref. Nous ne sommes pas coupés des réalités, hein, mais simplement, les francs-maçons, ils sont là pour donner une autre approche. Ils sont là pour essayer d'apporter autre chose. Et lorsque des gens rejoignent la franc-maçonnerie, ils peuvent avoir leurs propres engagements, de toute nature, mais lorsqu'ils vont en franc-maçonnerie, c'est pour trouver autre chose. C'est justement pour éviter d'avoir à réciter ce qui a été préparé ailleurs. Hein, je pense aux partis politiques, par exemple. Quand vous venez en franc-maçonnerie, vous pouvez avoir vos idées politiques, mais vous n'êtes pas là pour réciter ce que votre parti a comme doctrine. Vous êtes là pour réfléchir en homme ou en femme libre. Hein, vous essayez de vous dégager de vos préjugés, hein, de vos réflexes de pensée. Vous essayez de décortiquer un peu les choses, de faire un effort. De penser autrement. De penser autrement, et parfois de penser contre soi-même. Hein, c'est difficile, mais l'objectif c'est aussi de penser contre soi-même, c'est-à-dire de faire en sorte que ce qu'on pense avoir comme certitude, on soit en capacité de les remettre en cause, de les bousculer. Hein. C'est ça qui fait aussi l'un des grands intérêts de la démarche maçonnique. Est-ce qu'on peut dire que la franc-maçonnerie française, à travers le Grand Orient de France, nourrit le débat législatif? Ça peut arriver. Justement, sur ces questions de bioéthique, on va probablement... Parce qu'il y a eu d'autres grands dossiers, des grandes avancées. Alors, on était sur les questions relatives à la procréation. La franc-maçonnerie a été extrêmement active, notamment pour les questions relatives à l'interruption volontaire de grossesse ou sur la contraception. Alors, vous allez me dire, ça remonte à quelques années, mais la franc-maçonnerie était très active sur ces questions. Nous avons été très actifs. Vous allez le voir, on va en reparler dans les mois qui viennent, pour aider à régler un certain nombre de conflits. Je veux parler de la Nouvelle-Calédonie. Vous savez que la Nouvelle-Calédonie va être confrontée à un nouveau référendum dans les mois qui viennent. À l'époque où il avait fallu trouver des solutions d'apaisement dans les années 80, dans les années 90, la franc-maçonnerie avait apporté sa contribution. Bref, nous pouvons, sur beaucoup de sujets, nous réfléchissons beaucoup sur la question des réfugiés, des migrants, comment on doit les accueillir, comment on peut les accueillir, dans quelles conditions, comment on les traite, est-ce qu'on a des capacités d'accueil, comment on les répartit. Bref, sur toutes ces questions, nous avons des réflexions qui ne sont pas, qui peuvent parfois être originales. Hein. Nous essayons d'être originaux et de ne pas dire la même chose que ce qu'on peut entendre partout ailleurs. Alors, la franc-maçonnerie, d'après ce qu'on peut lire, c'est aussi c'est une association philosophique, mais progressive, mais c'est aussi un mouvement initiatique. Oui. Alors, qu'est-ce que vous entendez par... que faut-il entendre par là? L'initiation... Parce que ça peut faire peur, un petit peu, l'initiation. Alors, dans les tribus anciennes... Vous savez, l'initiation, d'abord, c'est entouré effectivement de mystères, mais si vous allez sur Internet, si vous surfez sur Internet, vous allez pouvoir trouver toutes les informations. Évidemment, il y a des livres, bref, on peut expliquer ce dont il s'agit. C'est pas, il n'y a rien de caché de ce point de vue-là. Après, c'est une expérience intime. Rentrer en franc-maçonnerie, c'est une démarche qui nécessite beaucoup de volonté, qui nécessite une forte motivation. Et donc, en effet, lorsque on devient franc-maçon, on passe une étape qui est celle de l'initiation, qui est une démarche d'abord intérieure, qui est une démarche personnelle, une démarche qui concerne l'intime. Hein. C'est un engagement qui n'est pas comme celui d'adhérer à une association, quelle qu'elle soit d'ailleurs. C'est autre chose, c'est une démarche intime, philosophique, c'est une démarche qui concerne soi-même dans l'idée que ça va se dérouler sur le temps. Hein. On n'est pas là simplement pour faire un passage en franc-maçonnerie. A priori, lorsqu'on s'engage en franc-maçonnerie, c'est pour longtemps. C'est une démarche volontaire et qui se déroule sur le long terme. Et donc, effectivement, il y a une étape, il y en a plusieurs ensuite pour progresser, mais il y a une étape qui est l'initiation, qui est donc le passage à l'état de franc-maçon. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose de vécu. Sur le contenu,
vous allez trouver tout ce que vous voulez sur Internet, vous expliquer en quoi ça consiste, mais c'est quelque chose de vécu. Et donc il faut le vivre, quoi. On ne peut pas comprendre sinon. Je crois qu'on se prive de beaucoup de choses en ne le vivant pas, et on ne peut pas vraiment le raconter. Hein, mais c'est une étape qu'on peut trouver effectivement dans d'autres formes dans d'autres sociétés. Hein, le but, c'est la libération de l'homme, c'est de s'élever, d'avancer. Le but, c'est de s'émanciper. Hein, c'est de s'émanciper de ses préjugés, de s'émanciper de ses héritages, de ses déterminismes, de ses origines. C'est-à-dire que l'idée, c'est que nous sommes le produit d'héritages culturels, sociaux, ethniques, de tous ordres. Nous avons été conditionnés par un certain environnement. Et puis, l'ambition de l'homme, selon nous, c'est justement de pouvoir se projeter dans quelque chose d'autre que ce qui lui a été légué par les héritages. Il en a la capacité. Pour cela, il faut qu'il consente un effort. Et la franc-maçonnerie l'aide à consentir cet effort, et donc à faire en sorte qu'il puisse trouver sa propre vérité, ses vérités, un chemin en tout cas, qui conduit en lui-même. Hein, la franc-maçonnerie n'est pas là pour délivrer une doctrine, elle n'est pas là, c'est pas ni une église ni un parti politique. Donc elle ne donne pas de vérité toute faite. Nous considérons que c'est à chaque homme et à chaque femme de chercher en soi-même un moyen de s'épanouir, de s'émanciper et de se projeter vers autre chose que ce qui lui a été, encore une fois, légué par les liens du passé. C'est important le passé. Mais ce qui est important aussi, c'est de savoir ce qu'on veut faire de soi-même, ce qu'on veut faire de sa vie, chercher le sens de l'existence à titre personnel, individuel, mais aussi le sens de l'existence à titre collectif. Dans quelle société vivons-nous? Qu'est-ce que nous voulons en faire? Quel est le sens de sa vie? Est-ce que, à partir de quel moment nous considérons que nous n'avons pas réussi notre vie? Pas forcément sur un plan matériel, mais sur un plan spirituel. Est-ce que nous sommes en paix avec nous-mêmes? Est-ce que nous sommes en accord entre nos actes et nos pensées? Bref, tout cela, ça fait partie des réflexions que le franc-maçon se donne à lui-même, peut s'offrir à lui-même dans la démarche maçonnique. Mais encore une fois, la démarche maçonnique, elle l'aide à le faire. Elle ne l'encadre pas, elle ne lui impose pas un chemin. Hein. Mais c'est pour ça que c'est aussi un chemin de liberté, d'épanouissement et d'émancipation, la franc-maçonnerie, essentielle. Pour nous, évidemment, étant grand maître du Grand Orient de France, je ne vais pas vous dire l'inverse, mais c'est un chemin tout à fait intéressant pour progresser, pour essayer de s'améliorer soi-même, se perfectionner. Hein. Nous sommes toujours à la recherche d'une amélioration de nous-mêmes, de la société aussi, si on peut, quand on peut, mais surtout de nous-mêmes. Est-ce que c'est le sens de ce colloque qui a été organisé samedi dernier à Strasbourg sur le transhumanisme? Ah ben, on a vu des affiches, oui. Alors le Grand Orient de France qui focalise ou qui rassemble sur le transhumanisme. Vous n'en faites pas beaucoup de publicité, vous faites de la publicité minimale, mais enfin, il y avait apparemment beaucoup de personnalités des sciences dans différentes branches, et qui étaient là, qui sont intervenus. C'est un vaste chantier. Qu'est-ce que vous entendez par transhumanisme et pourquoi le Grand Orient a mis en avant ce concept, cette notion? Ce n'est pas le Grand Orient de France qui la met en avant, c'est une notion qui s'est imposée dans le débat public et qui pose beaucoup de questions. Et donc nous sommes là pour essayer d'interroger cette notion. Nous ne sommes pas... Vous savez, il y a une philosophie transhumaniste. Hein. Il y a des penseurs du transhumanisme qui disent que... Il y a des choses qui font peur, d'ailleurs. C'est formidable, ouais. L'homme va être augmenté, hein, au regard des avancées scientifiques que nous connaissons dans nos sociétés, et donc il va être amélioré. Nous pensons qu'il y a, vis-à-vis de ces perspectives d'évolution, des choses intéressantes, mais aussi des choses très dangereuses, et que donc il faut les analyser, il faut les maîtriser. Hein. Et donc nous ne sommes pas partisans de l'idéologie ou des théories transhumanistes. Nous considérons que c'est une évolution qui vient, qui s'imprime à nos sociétés parce qu'il y a des évolutions scientifiques qui sont là. Et donc nous avons toujours le soin de dire que c'est l'intérêt de l'homme qui doit prévaloir, et pas l'intérêt
financier et pas l'intérêt d'une science qui serait sans conscience, hein, qui continuerait à produire des avancées scientifiques sans que ça ait un intérêt pour l'homme. Hein. Donc nous sommes là pour analyser les choses en disant que c'est l'intérêt de l'homme, de l'humanité qui doit prévaloir. Hein. Et donc il y a dans ces avancées autour du transhumanisme, hein, de l'homme augmenté, bon, tous ces questionnements. Vous parlez vous sous-entendez intelligence artificielle, etc. Oui, absolument. Vivre jusqu'à 120 ans, voilà, pourquoi voilà. pas. Ouais. Alors, il peut y avoir des perspectives intéressantes, mais il peut y avoir aussi des choses extrêmement inquiétantes. Donc là-dessus, nous, comme sur tous les autres sujets, nous pensons qu'il faut en débattre. Nous pensons qu'il faut mettre les choses sur la table. Il n'y a pas de sujet tabou. Mais il ne faut pas laisser dans l'ombre des questionnements qui peuvent être extrêmement... qui peuvent influencer nos vies à court ou à moyen terme de façon très significative. Nous pensons qu'il faut que chacun s'empare de ces sujets. Parce qu'il ne faut pas les laisser aux scientifiques. Il ne faut pas les laisser aux laboratoires pharmaceutiques ou aux entreprises de recherche. Il ne faut pas non plus céder à la peur panique que certains courants entretiennent en disant il faut arrêter le progrès parce que ça nous mène vers un monde... Non, il faut continuer à assurer le progrès, notamment le progrès scientifique, mais il faut le maîtriser. Et il faut que ce progrès, il bénéficie à l'humanité et qu'il ne vienne pas en contradiction avec les intérêts de l'humanité. Donc sur toutes ces questions, nous sommes pour l'échange, la réflexion, le dialogue. Voilà pourquoi nous nous emparons aussi de ces questions, mais je pourrais vous en citer beaucoup d'autres. Alors le Grand Orient est sur Twitter. Oui. GODF officiel. Twitter, officiel, ouais. GODF officiel. Ouais. Et sur Facebook. Alors, est-ce que c'est bien compatible, l'idée qu'on se fait du Grand Orient de France, qui finalement est sur un réseau social, 140 signes oui, mais c'est pas 140 avec signes. Des mots mitraillettes. Quand on communique par Twitter, via Twitter par exemple, c'est pour renvoyer à une communication plus élaborée. Lorsque nous faisons un communiqué, lorsque nous faisons, puisque c'est souvent le cas, des opérations dans le cadre du musée de la franc-maçonnerie, hein, lorsque nous avons des conférences publiques qui s'organisent, nous renvoyons à une information. C'est-à-dire que c'est un lien qui est communiqué par Twitter, mais nous ne résumons pas la pensée des francs-maçons en 140 signes. Ça, évidemment, c'est contradictoire avec tout ce que je viens de vous dire auparavant. Donc c'est simplement un vecteur de communication, mais nous ne le confondons pas avec la réflexion que nous devons mener. Donc nous utilisons ces moyens parce que nous nous rendons compte qu'ils sont de plus en plus utilisés pour communiquer, pas pour réfléchir, pour communiquer. Nous ne confondons pas les deux. Et puis utilisés par les jeunes. Utilisés par les jeunes, mais pas seulement. Utilisés aussi par les hommes politiques. Les hommes politiques, les médias. Nous n'allons pas non plus vivre comme si nous étions encore au XVIIIe siècle. Hein. Emmanuel Macron est venu regarder. Il est venu avant son élection à la présidence de la République. Donc tous les candidats ont été reçus, c'est l'usage? Non, alors c'est très variable, hein, selon les années, selon les élections. Pour cette élection-là, il y a eu peu de candidats qui sont venus. On l'avait fait de façon très massive pour l'élection présidentielle précédente, en 2012. Et là, on l'a moins fait pour cette élection présidentielle. Donc c'est très variable, il n'y a pas de règle. C'est un peu... Vous n'avez pas reçu Marine Le Pen? Non, nous ne l'avons pas reçu Marine Le Pen, et nous ne la recevrons pas parce que l'histoire longue entre la franc-maçonnerie et l'extrême droite a toujours été très conflictuelle. Hein, ce sont des courants qui n'aiment pas la franc-maçonnerie. Et donc, pour des raisons diverses, nous n'avons pas à recevoir des gens qui sont des adversaires, voire des ennemis. Et les francs-maçons, ça ne se sait pas forcément, mais ont souffert également pendant la dernière guerre, comme les tziganes, les francs-maçons et les juifs. Oui, bien sûr. Ils ont été persécutés parce que le régime d'alors, le régime du maréchal Pétain,
qui avait entamé la collaboration, que vous savez, avec le nazisme, avait une obsession antimaçonnique. On a beaucoup parlé ces derniers temps de Charles Maurras et de la manière dont on pouvait éventuellement se pencher sur son œuvre. Alors, Charles Maurras avait une formule qui a toujours profondément irrigué l'extrême droite française, depuis lors, c'était déjà le cas avant, et il désignait les 4 ennemis de la France, enfin en tout cas ceux qu'il considérait comme des ennemis. Il y avait les francs-maçons, les métèques, les juifs et les protestants. Et donc il considérait que ces 4 catégories de personnes étaient des ennemis de la France. Donc voilà, nous sommes parmi d'autres désignés à la vindicte de ces courants, et donc évidemment nous n'allons pas leur faire la courte échelle. Ils sont nos adversaires résolus. Ça ne remonte pas à la dernière guerre mondiale, c'est bien plus ancien que ça. Et donc c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas, encore une fois, à dialoguer avec ces courants qui nous combattent et que nous combattons. Mais ça n'empêche pas des francs-maçons proches des idées du Front National, ou même militants du Front National, d'intégrer le Grand Orient de France. Si, Si. c'est rédhibitoire. Comment est-ce que vous pouvez savoir qu'un tel pense ceci ou cela? Parce que lorsque quelqu'un veut rentrer en franc-maçonnerie, au Grand Orient de France en particulier, il y a un certain nombre de rencontres, d'épreuves, qui se concrétisent par des rencontres, qui sont parfois très longues, avec des membres de la loge qui est concernée. Et donc, je dirais que nous analysons le discours qui est celui des candidats, et lorsque quelqu'un est partisan des idées de l'extrême droite, il sait très bien que sa place n'est pas au Grand Orient de France, parce qu'il ne va pas s'y sentir bien. Nous professons tout l'inverse. Nous sommes ouverts vers l'autre. Nous ne sommes pas dans l'idée de séparer les gens au regard de leurs origines. Ça a toujours été une des grandes obsessions de l'extrême droite, de séparer. Il n'y a pas que l'extrême droite. C'est un peu nouveau dans l'histoire. Nous voyons à nouveau un certain nombre de théories répandues dans d'autres courants. Mais nous sommes là pour rassembler l'humanité. Nous ne sommes pas là pour la diviser, pour la séparer. Voilà. Mais vous séparez quand même les 30% d'électeurs ou de citoyens qui souhaiteraient... Nous sommes porteurs d'une histoire de combat. Le Grand Orient de France, ce qui fait sa particularité au milieu d'autres obédiences maçonniques en France, c'est qu'il a toujours été engagé dans le combat républicain, le combat pour la laïcité, le combat social, le combat pour l'école publique, le combat pour le progrès scientifique. Et donc, si vous voulez, ça indique un certain nombre de positionnements. Et ces positionnements, ils sont étrangers à tout ce qu'a toujours porté l'extrême droite de notre pays. C'est tout. Nous sommes attachés à la République et à tout ce que ça incarne, la liberté, égalité, fraternité, laïcité. Vous savez, quand l'extrême droite essaye de nous faire croire aujourd'hui qu'elle est laïque, c'est une imposture. Elle se sert de la laïcité pour d'autres buts, mais elle n'est pas laïque. C'est faux. Elle instrumentalise, elle se sert encore une fois de la laïcité pour essayer d'imposer une vision qui est en fait celle d'une France blanche chrétienne éternelle. Ce n'est pas du tout la manière de voir qu'ont les francs-maçons. Mais sur la question qui consiste à considérer le fait que nous avons eu à la dernière élection présidentielle plus de 10 millions de nos concitoyens qui ont voté pour l'extrême droite, nous considérons qu'il ne faut pas les bannir de la société. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont parfois, pas tous, loin s'en faut, mais qui ont parfois exprimé une forme de désespoir, qui trouvaient que l'offre politique qui leur était offerte, qui leur était proposée, elle était inadéquate, que peut-être les gouvernements qui s'étaient succédés pendant les années précédentes n'avaient pas répondu à leurs questions ou à leurs problèmes concrets. Et nous pensons que si on veut
réduire l'extrême droite, parce que c'est notre objectif, il faut aussi traiter les questions à la racine. Donc se demander pourquoi il y a autant d'électeurs qui se tournent vers l'extrême droite. Et pas simplement dire l'extrême droite c'est pas bien. Évidemment c'est pas bien. Mais il faut aussi aller à la racine, essayer de traiter pourquoi les gens se tournent vers ce parti de plus en plus. Pourquoi ? Et donc essayer d'y répondre. Intelligemment, calmement, tranquillement. Et donc ne pas faire, si vous voulez, de l'instrumentalisation de l'extrême droite aussi, comme peuvent le faire d'autres partis de temps en temps. Hein, où c'est facile de dire ah bah l'extrême droite c'est pas bien, venez vers nous, etc., de faire des combinaisons électorales. Nous ne sommes pas dans cette démarche. Vous savez, ouais. Nous ne nous présentons pas aux élections. Nous ne faisons pas de sondage. Nous ne sommes pas là pour observer notre code de popularité. Hein, donc nous sommes détachés de toutes ces questions. Et nous pensons qu'il faut traiter les questions à la racine. Hein, il faut s'en emparer vraiment, pas simplement à la surface, pas simplement quand les projecteurs des médias sont allumés. Parce qu'en effet, il y a des problèmes qui demeurent. Et des questions qui peuvent être posées par des électeurs du Front National ne sont pas toutes à évacuer. Il y en a certaines, il y en a parfois un certain nombre, quand ça touche à la réalité sociale, que nous devons traiter, mais vraiment. Hein. Et donc nous sommes là pour aider à la réflexion. Nous ne sommes pas là pour agir, hein. Nous sommes une institution philosophique. Nous ne sommes pas dans l'action, nous sommes dans la réflexion. Donc nous pouvons aider à réfléchir. Le Grand Orient de France, néanmoins, on peut le lire, agit sur la société, sur l'homme, mais sur la société. Donc porte ces vérités ou des vérités à l'extérieur des temples. Donc à travers la réflexion, à travers des contributions, nourrir le débat législatif par des actes qui ont été validés, qui ont été pensés, qui ont suivi un cheminement. Les partis politiques, eux, sont en compétition. La démocratie, oui, c'est quand même la compétition des partis politiques, oui, donc c'est peut-être normal qu'il y ait un peu de surenchère. Nous ne sommes pas du tout sur le même registre. Hein. Nous ne sommes pas, encore une fois, nous ne sommes pas en compétition. Hein. Les partis politiques, c'est bien normal, pour assurer leur survie, ils doivent convaincre le maximum d'électeurs. Nous ne sommes pas dans cette démarche, y compris d'ailleurs en termes de recrutement. Nous ne sommes pas là pour faire du prosélytisme. Nous ne sommes pas là pour... Vous recrutez pas. Vous savez, la démarche maçonnique, c'est quelque chose d'intime et de personnel. Donc nous ne sommes pas là pour faire du rabattage, du débauchage. Il faut que ça vienne, il faut que les gens... Alors bien sûr, on peut dire, voilà ce qu'est le Grand Orient de France, mais nous ne sommes pas là pour faire du nombre. Nous ne sommes pas là pour attirer des fidèles, hein, des adeptes. Ce n'est pas dans notre démarche. Il faut que les gens, lorsqu'ils nous rejoignent, en soient intimement convaincus. C'est une démarche personnelle. Nous ne sommes pas là pour faire du nombre. Ça ne nous intéresse pas. Donc, nous ne sommes pas dans le même registre que les partis politiques. Nous ne sommes pas là pour dire la même chose qu'eux, bien heureusement. Et donc, oui, nous sommes là pour d'abord pour proposer des réflexions, des outils de réflexion. Et nous ne sommes pas là pour apporter des solutions toutes faites. Nous ne sommes pas là pour gérer la société. Ça, c'est le rôle des partis politiques. C'est le rôle des pouvoirs publics. C'est le rôle de l'administration. C'est le rôle de... Nous sommes là pour apporter une réflexion. Et donc, nous n'avons pas de solution à tous les problèmes, et encore moins de solutions concrètes. Mais nous essayons d'apporter une méthode et des voies de réflexion. Voilà ce que nous proposons, et ce qui nous a permis quand même, parce que, vous savez, les partis politiques ou telle institution, c'est très sympathique, mais on en a vu passer un certain nombre ces dernières années, voire ces dernières décennies. Lui, le Grand Orient de France, il existe depuis plus de 2 siècles et demi. Donc il a vis-à-vis de cela, encore une fois, un certain recul, et il observe les choses avec, je dirais, avec distance, parfois avec amusement. Philippe Foussier, pour conclure, est-ce que vous pouvez nous donner 2 bonnes raisons d'aller à cette conférence à Appoigny? Ce sera dans les salons du Mercure, je crois, pour des raisons d'organisation et technique. Assister à cette conférence où il y aura plusieurs intervenants, et vous ferez les conclusions, je crois, ainsi que le grand maître de la Grande Loge mixte de France. 2 bonnes raisons pour y aller. Parce que c'est peut-être pas évident pour des gens qui connaissent pas la franc-maçonnerie, le Grand Orient, voilà.
Et en même temps, vous voulez pas, vous n'êtes pas là pour recruter, vous voulez pas trop en faire. Pourquoi y aller alors? Eh bien, d'abord pour réfléchir avec nous sur ces questions de bioéthique qui concernent, vous savez, ça concerne la filiation, ça concerne la famille, ça concerne la vie, la mort, ça concerne l'évolution scientifique, c'est des choses qui nous concernent tous. Bon. Donc réfléchir ensemble déjà, écouter ce que proposent les francs-maçons, et puis dialoguer, parce qu'il y aura des échanges avec la salle. Et puis, donc, première bonne raison, s'approprier. Oui, parce que les francs-maçons qui vont intervenir sont pas forcément d'accord entre eux, non, et non pas. Oui, heureusement. Heureusement. Non, mais bon. Sinon, Voilà. il n'y a pas de débat si tout le monde est d'accord. Bon. Ouais. Donc, probablement, ils auront des nuances, ils auront des avis qui peuvent être différents sur tel ou tel. Avec quand même une grosse avancée quelque part, là. La ministre belge Oui. va parler, enfin j'imagine, de la fin de vie et de la mort de la dignité, c'est-à-dire la possibilité offerte en Belgique, si je suis bien renseigné, de pouvoir être sédaté, enfin de pouvoir partir. Alors que ce n'est pas, ça n'existe pas en France. Ça l'existe peut-être dans les faits, parce que les médecins, chacun en conscience, voilà. On le sait. Mais il n'y a rien de... On le sait. Au niveau législatif, il y a rien. beaucoup d'hypocrisie à ce sujet d'ailleurs. Donc bon, mais donc elle nous donnera sa vision qui est celle de la Belgique. Elle nous dira quelle est l'expérience belge et éventuellement quel profit on peut tirer de l'observation des choses en Belgique. Donc c'est intéressant en effet. Donc voilà, réfléchir ensemble à toutes ces questions, premièrement, et puis deuxièmement, découvrir un peu mieux ce qui fait, j'allais dire, le quotidien des francs-maçons, c'est-à-dire la réflexion, savoir sur quoi on se penche, hein, quels sont les sujets, voilà, et donc découvrir un peu de ce qu'est la franc-maçonnerie, de ce qu'est le Grand Orient de France en particulier, et puis la Grande Loge Mixte de France qui nous accompagne dans cette aventure. Donc voilà deux bonnes raisons. Donc moi, je n'ai qu'à inciter les gens qui veulent en savoir plus sur la franc-maçonnerie et sur ces sujets de réflexion, de venir nous rejoindre. Nous sommes tout à fait ouverts au dialogue. Nous sommes, encore une fois, nous ne sommes pas là dans une démarche de recrutement. Nous ne sommes pas là, mais simplement pour dialoguer, pour expliquer ce qu'est la franc-maçonnerie, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de préjugés, beaucoup d'idées reçues, parfois de choses invraisemblables qui circulent autour de la franc-maçonnerie. Et donc nous sommes aussi là pour dire, pour expliquer ce qu'elle est vraiment. Voilà. Philippe Foussier, merci. Merci à vous. La salle du Conseil de l'Ordre. Voilà. Qui se réunit tous les mois. 35 membres. 35 membres. 37 à partir de l'année prochaine. Et pourquoi 2 de plus? C'est le convent qui a voté ça. C'est une question de représentation géographique ou... ouais. Marianne. Voilà. Alors il y a un drapeau supplémentaire, il y a le français et l'européen. Et le drapeau des Nations Unies, parce que j'ai souhaité que cette année, on mette l'accent sur le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On célébrera cet anniversaire. Et donc, nous avons à insister sur notre engagement universaliste, qui doit être mis en avant, parce que c'est aussi une des caractéristiques de la franc-maçonnerie, c'est d'avoir une vision universelle, une vision universaliste de l'homme. Et donc, nous avons à rappeler ça parce que, comme de plus en plus nous voyons des courants qui essayent de séparer les hommes et les femmes à raison de leurs origines, nous avons à dire que c'est l'universalisme qui doit... Il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Absolument. Hein. Et vous voyez bien que, et à l'extrême droite, et parfois à l'extrême gauche, il y a des courants qui essayent de nous dire que non, il y a des races, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des ceci, il y a des cela. Nous sommes étrangers à cette conception des choses. Il n'y a qu'une humanité. Elle est composée d'hommes qui n'ont pas choisi de naître de telle ou telle couleur, de telle ou telle ethnie, dans tel ou tel pays. Et donc, on est responsable que ce que on fait de soi-même, et pas par ce qui
nous a été légué par l'histoire. Ça, c'est aussi une des grandes lectures, un des grands apports de la franc-maçonnerie, depuis toujours. C'est justement de considérer que on apporte soi-même ce qu'on construit. Et donc, dans une vision universaliste, justement, qui consiste à s'ouvrir à l'autre. Voilà. Donc, ce troisième drapeau auquel je tiens particulièrement. Oui, mais vaste débat qu'on a tranché en 1877 avec le convent où Frédéric Desmond nous a permis aux membres du Grand Orient de croire ou de ne pas croire. Liberté absolue de conscience.